Un dernier regard, et puis Clémence était rentrée dans sa demeure. Il ne lui restait plus qu'à attendre le verdict du destin. Et pendant le répit, Clémence se retrouva en pensée lors d'un carnaval d'antan. Les clameurs arrivaient jusqu'aux portes du hameau, poussées par le souffle d'un vent sifflotant entre les filaos. Les jeunes de Saint-Christophe s'étaient rassemblés au bas de Morne-Surette pour préparer le défilé du Mardi Gras, place de la Victoire. Célestin Agouba avait prêté son char à canne que l'on avait décoré de feuilles de cocotier et de branches de flamboyant. Suzette Bordelaise, la couturière unijambiste, avait cédé des restes de tissus multicolores pour les déguisements. Quant à l'orchestre Quadrille La Poule, sous la direction du maestro Zizi Pampan, il avait nickelé trompettes et saxos et refait les cordes des banjos. Sonore Balicou, au nom prédestiné à la voix de velours, avait préparé ses cordes vocales en répétant chaque soir au clair de lune, sous un pied de tamarin des Indes, romance, biguine vidée, mazurka et valse créole. Le défilé de chars était prévu à 3h de l'après-midi, après celui des groupes de masse à pied, masse à fouette, masse à corne, masse à congo, masse à la mort. Ces créatures hideuses, squelettes animés, évadés d'outre-tombe, faisaient se réfugier dans les jupes des mabots, les bambins effrayés ayant lâché leur cerceau. Pointe-à-Pitre vivait ses jours gras dans un tintamarre organisé de rires, de chants, de tam-tam caoulés, de léos cagragés et de refrains et de couplets scandés. Yon, D, 3, 4, Alexandre Café mes pipes, 5, 6, 7, 8, Babali Brilé. Et l'écho charriait entre ciel et terre des onomatopées multiformes et multicolores, vapeur de gaieté se mélangeant à l'air. Soliste, maître chantait, répondeur guidait les cris de la rue dans une montée de tension avant l'explosion d'une force surabondante trop longtemps contenue et jugulée. Les têtes étaient en chaleur, comme envahies par une marée de gaieté écumante et montante, secousse physiologique collective d'un carnaval antillais, culminant à son paroxysme jusqu'à la cérémonie funèbre sur feu de bois de sa majesté Vaval dans une vallée de larmes de sauriens déguisés. Et dans cette ambiance de folie, le cinéma-théâtre La Renaissance, faisant face au sablier majestueux témoin de tant d'histoire et d'histoire, attendait la foule des danseurs de bal titane, parés de costumes de confection artisanale, tous plus beaux et curieux les uns que les autres et étudiés dans les moindres détails. Clémence avait rêvé des nuits entières de son premier bal. Elle le voulait au bras d'un prince charmant, comme celui du petit livre blanc que lui avait donné le père blanc du catéchisme. Sur les images feuilletées avec amour à l'ombre d'un poirier tropical, elle se mettait sur la croupe du cheval blanc à la place de la belle au bois, enlaçant de ses bras frêles la taille d'un prince venu d'un monde aux mille féeries. Le prince, quel prince! Était-ce l'homme en bottes blanches qu'elle avait aperçu dans un rêve de fin de nuit? Était-ce encore ce marquis au chapeau emplumé qui était venu lui effleurer la joue le soir où elle s'était endormie sous le tamarinier, bercée par le doux flot de la rivière Roche-Blanche? Ou bien était-ce ce chabin doré aux prunelles aussi brillantes qu'un éclat de soleil? Léonce, le beau Léonce qui faisait chavirer les cœurs, cœurs de négresse, de capresse, de coulis, de chabine, de mulâtresse, du feu, d'Ifée. Et elle revoyait Clémence, sa démarche onduleuse et syncopée comme un coup de tambour de crépuscule. Elle essayait encore d'imaginer les longues jambes du chabin félin comme celles d'un cheval de course. Le nom de Léonce chantait sans cesse sur les lèvres de Clémence. Elle lui chantait dans son cœur une chanson d'amour, une chanson passion, un peu comme celle-ci, aussi fort que passion à perdre la raison. Notre amour brûle encore de feux multicolores. Tel un immense brasier, chaleur de nos baisers, flamme incommensurable et lueur ineffable. Ces instants consommés, faut pas les consumer. Avant que je sois né, tu me fus destiné. Ce soir-là, dans la nuit musicale et illuminée des Antilles, Léonce était allé frapper à la porte de la case de Clémence. « Je suis votre serviteur », avait timidement chuchoté le chabin aziégris. La jeune fille était vêtue de splendeur, une longue robe mousseline et organdie cousue main par Suzette Bordelaise et chaussée de petits souliers à talons Viator fixe, la marque française, aimablement prêtée par Tertullienne 12 orteils, la voisine qui travaillait au grand bazar de la colonie. Le chabin, subjugué par un battement de paupières mi-closes,
Le temps d'un éclair sentit brasilier ses grises prunelles. Il ferma les yeux pour mieux caresser des narines la brise d'un parfum sortilège répandu sur le bronze doré de sa peau. Ce fut pour lui, le Chabin conquérant, une jouissance voluptueuse de voir, élégante et resplendissante, cette reine d'une nuit. Clémence était l'amour incarné. L'amour. Il la regarda un long instant, comme si il voulait dessiner dans ses yeux son image. De son côté, elle lui offrit un sourire merveilleux comme un hymne à la beauté. Et les deux jeunes gens prirent, main dans la main, le chemin du grand tralala. Le bal de nuit avait lieu au Grand Hôtel des Antilles. Sous les lustres à 12 bobèches suspendus de la salle décorée, des dizaines de couples enlacés suivaient pas à pas les notes d'un ragtime endiablé que distillaient les musiciens de l'orchestre Furnace Jazz. Clémence, accrochée au bras de son amoureux cavalier, était entrée dans le bal sur la pointe des pieds. Son regard avait en un clin d'œil fait le tour de la piste de danse. Elle avait reconnu l'éternel complet vert fripé d'Adrien Beauregard, le directeur de l'école communale. Molière Pivet-Pape, le maître diacre de la chapelle Saint-Michel, aussi bruyant que les cloches de Saint-Pierre, avait revêtu un alcoras de velours rouge, lui donnant l'allure pauvre pêcheur d'un poisson cardinal. La ficelle, le garçon palefrenier de l'habitation La Bourdonnais, étranglé dans un énorme nœud papillon à pois rouge épicé, tenait bien en main sa dulcinée Hermantia Belle-Sourire. La gélatineuse martiniquaise s'était empaquetée dans une toilette à vol en dentelle valencienne. Quant à sa maigrelette rivale, mignonnette, sacristine de son état, elle avait pour un soir abandonné ses seins d'église, décidé à reconquérir son beau coursier de palefrenier. Ou qu'à prendre tout passe là, avait-elle chuchoté entre ses dents à la grosse chabine fardée en collier chou, qui lui avait répondu sans sourciller « La ficelle est à moi, votre cœur est en émoi. Gardez toute l'électricité, ma chère, toute l'électricité de votre chasteté. » Un bien appuyé mit fin à cet intermède musical. Tandis qu'éclatait dans la moiteur de l'air ambiant une biguine roulée, dernier succès amélioré des touffés yin-yin du samedi soir. Le chanteur de charme, Tertullien Poulebois, avait à peine entonné le premier couplet de sa chanson « Mio » que les amants Balata et Bellebois firent leur entrée, tonitruante, comme un coup de cymbale de groupe musical municipal. Zéphinette Balata dégageait un parfum ploum-ploum que l'on pouvait sentir à 100 lieues à la ronde. Outragement arrogante, la belle de nuit noyée dans un jupon cancan presque transparent et fleuri d'hibiscus voulait se donner l'air d'une madone endimanchée. Zéphinette, qui sur ses hauts talons penchait beaucoup par devant, avait minutieusement gommé son naturel bitaco qui revenait de temps à autre au petit trot. À 2 pas de Madame sa splendeur, Aurélien Bellebois, son concubin épicier, avait revêtu un complet gris souris qui n'améliorait en rien sa figure de carême aux yeux ennuagés d'avarice. Sur le coup de minuit, l'ambiance cultivait son paroxysme de Mardi Gras. Chachatibois, triangles et grosses caisses avaient transformé les coquettes en toilettes. Brunettes et chavinettes, à la flamme tumultueuse, avaient jeté talons, chaussons et retroussé jupons. Sostène Marcelon venait de pousser un grand cri au sortir d'un boléro lors d'un quart d'heure de charme. Le maréchal Ferrand, outragé, avait entraîné furieusement dehors sa Philomène Ababa, accusée d'avoir accordé un collet trop serré à son ennemi intime, Cyprien Télémaque, chauffeur de transport en commun. Dans un coin du bar, Edgar et Gratien Estonel, nouvellement députés, en haute forme, vendaient leur âme à Bacchus pour fêter leur élection, en rêvant visiblement éméchés à un poste de sous-secrétaire d'État sur les gradins de la République. Soudain, au dehors, les éléments déchaînés s'étaient remis en action.